French Stories for Beginners, Voyage en France, écrit par Sylvie Lenné, lu par Sylvie Lenné. Louis est dans son grenier. Il fait du rangement. Il n'a pas envie de ranger, mais sa femme n'aime pas le désordre. Elle dit toujours « C'est un fourbi entassé depuis 3 ou 4 générations. » Et c'est vrai, le grenier est plein de vieilles choses, des cartons, des boîtes, des outils, des tableaux, des vieilles casseroles, des vêtements, une vieille radio, des disques. Cet endroit ferait le bonheur d'un antiquaire. Louis soupire, il pense « C'est une bonne idée, ça. Je vais appeler un antiquaire, c'est lui qui fera le nettoyage. Où est-ce que je mets cette lampe et ce vieux vase chinois? Il n'y a plus de place. » Il ouvre une boîte. Elle contient des photos et des vieilles cartes postales. Il se dit « Bon, j'ai mérité une bonne tasse de thé. Je vais regarder les photos dans le salon. » Il prend la boîte sous son bras et sort du grenier. Lentement, il descend les escaliers. Il n'est plus tout jeune. Il arrive sur le palier du premier étage. Devant une porte fermée, il s'arrête. C'est la chambre. Il entend le bruit d'une machine à coudre. Il frappe et demande « Melba, tu veux aussi une tasse de thé? » « Oui, bonne idée. » Louis descend au rez-de-chaussée. Il pose la boîte sur la table du salon et va dans la cuisine. Il met de l'eau dans la bouilloire électrique, du thé dans la théière et pose 2 tasses sur un plateau. Quand le thé est prêt, il porte le plateau dans le salon. Devant les escaliers, il appelle une nouvelle fois. « Melba, le thé est prêt. Tu descends au salon? »« J'arrive. » Louis s'assoit dans un fauteuil. Il entend des pas dans les escaliers. C'est Melba, une grande femme mince et élégante, avec des cheveux gris et bouclés. Elle porte un pantalon bleu et un corsage blanc. Elle demande « Alors, le grenier ?»« Je ne trouve plus de place, Melba. Toutes ces choses et tous ces cartons. Il faut organiser un marché aux puces ou appeler un antiquaire. Mais regarde, j'ai trouvé ça. » Louis ouvre la boîte et étale quelques photos sur la table. Beaucoup sont en noir et blanc, d'autres sont en couleur. Regarde celle-là. On peut voir une jeune personne très jolie, en maillot de bain, sur la plage. C'est Melba. À l'époque, elle avait 25 ou 30 ans. Sur une autre photo, des enfants jouent au ballon. Il y a une inscription au dos. Vacances en Italie, août 1970. Louis fouille dans la boîte. Il trouve des vieilles cartes postales. Ce sont des souvenirs d'Italie, de France, d'Espagne. On peut voir la tour de Pise, Venise, Barcelone. Louis et Melba regardent et terminent leur thé. Enfin, Melba se lève. Elle dit « Bon, j'ai du travail. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec le grenier? » « Je ne sais pas. Tu ne crois pas que... Oh, regarde ça !» Dans sa main, Louis tient un vieil objet. Il est très étonné, mais Melba est déjà sortie.
C'est une bande vidéo. Alors ça, pense Louis, c'est notre court-métrage. Quand il était étudiant, Louis se passionnait pour la vidéo. Avec son meilleur ami, il avait commencé un petit film. Tous les week-ends, quand ils avaient le temps, ils tournaient. Les acteurs étaient des amis, des camarades, mais aussi des inconnus. Louis se souvient bien du scénario. C'est l'histoire d'un vieil homme qui cherche un ami d'enfance. Mais le film n'est pas terminé. Avec les examens et le temps qui passe, Louis et son ami ont abandonné. Louis fouille encore dans la boîte. Il y a peut-être une photo de Georges, son meilleur ami. Effectivement, il trouve une vieille photo. Elle a au moins 45 ans. Elle est très abîmée. Georges porte un pantalon élégant et une chemise blanche. Il est dans un parc, les mains dans les poches. Son visage est mélancolique, mais son regard est exalté. C'était un garçon passionné. C'était mon meilleur ami. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Louis se souvient. Après ses études, il voulait partir et vivre à Paris. Louis pense à son ami, sa jeunesse, leur film inachevé. Lentement, une idée germe dans son esprit. Le soir, Louis et Melba sont assis dans la salle à manger. Ils finissent leur dessert et discutent. Louis a un projet. Melba est perplexe. Tu veux aller à Paris? Oui, c'est une idée formidable. Georges et moi, nous n'avons pas terminé notre film. Le vieil homme cherche encore son ami d'enfance. Mais si je retrouve Georges, ce sera la fin de l'histoire. Je ne vois pas comment la fiction devient réalité. C'est trop beau. C'est comme un appel du destin. Voilà un bien grand mot. Mais Paris est grand. Comment vas-tu trouver Georges? Et tu ne parles pas français? D'abord, je parle un peu français. Et toi, tu parles très bien français. Mais j'ai mon travail. Je ne peux pas venir, Louis, à ton âge. Tu n'es pas raisonnable. Louis réfléchit. J'ai peut-être un indice. Un jour, Georges a envoyé une lettre de France. Il y a peut-être une adresse sur l'enveloppe. Où est cette lettre? Demande Melba. Je ne sais pas. Peut-être dans une autre boîte, au grenier. Tu n'es pas réaliste, Louis. Tu ne comprends pas, Melba. Georges était mon meilleur ami. Oui, je comprends bien, mais tu ne l'as pas vu depuis 40 ans. Ça n'a pas d'importance. Je vais aller à Paris et tu viens avec moi. Je ne viens pas avec toi. Je dois terminer une robe pour dimanche. Ta robe est pour dimanche? Alors, nous pouvons partir lundi. Écoute, Louis, d'abord, trouve cette adresse. On verra ensuite. Après le dessert, Melba retourne dans sa chambre. Louis remonte au grenier. Ce nouveau projet lui donne de l'énergie. Il monte les escaliers 2 fois plus vite que d'habitude. Tout l'après-midi, il fouille dans des boîtes, des malles, des cartons. Il trouve des dizaines de lettres et de cartes postales. Mais la lettre de Georges n'est pas là. Louis réfléchit. Est-ce que cette lettre existe vraiment? Oui, il a reçu une lettre un jour, c'est sûr. Même si je dois chercher toute la nuit, je vais trouver cette lettre. Seul dans le grenier,
Louis ouvre des boîtes, examine toutes les adresses, toutes les enveloppes, toutes les signatures. Pendant ce temps, dans sa chambre, Melba coud. Depuis 10 ans, elle se passionne pour la couture. Elle fabrique des robes de mariée. C'est un travail long et minutieux. Il faut beaucoup de patience. Dans la chambre, il y a des tissus partout, de la soie, du satin, des rubans, des fleurs, des perles. Penchée sur sa machine, Melba est concentrée. Chaque détail, chaque millimètre est important. Melba doit contrôler tous ses gestes. Doucement, mais avec précision, son pied pousse la pédale. L'aiguille monte et descend dans un mouvement régulier. Tout à coup, la porte s'ouvre violemment. Melba sursaute. Son pied enfonce la pédale. Le fragile satin s'échappe. L'aiguille part à la débandade. « Zut !» dit Melba. « 23 rue du Chat qui s'agite !» crie Louis. Il secoue une lettre dans sa main, ravi. « On part lundi. Fais ta valise, je vais réserver les billets sur Internet. » Louis a un ordinateur portable. C'est un cadeau de son fils. Au début, il était sceptique, mais maintenant, il est bien content. Il y a un clavier. Avec les touches, on peut écrire. Les mots apparaissent sur un écran. Il y a aussi l'Internet. L'Internet donne des informations. Avec une petite boîte, la souris, on peut diriger un curseur. On peut cliquer et naviguer. C'est difficile. Louis doit encore apprendre. Il lit. Réservez votre billet en ligne. Bon, je clique. Debout derrière lui, Melba est inquiète. Relis bien toutes les informations. Tu n'as pas fait d'erreur? Aller-retour Londres-Paris le lundi 26 mai. Départ à 8h35. Alors maintenant, je clique sur Réserver. Louis positionne le curseur sur le mot Réservé. D'une main mal assurée, il appuie sur le bouton de la souris. Il attend quelques secondes. Rien ne se passe. Melba dit « Tu as cliqué à côté? Pourquoi tu ne réserves pas par téléphone? C'est beaucoup plus rapide. » Ces engins-là sont insupportables. Nous sommes là depuis 1 heure. Melba, tu peux aller terminer ta robe. Je dois me concentrer. Je ne peux pas travailler. Tu peux faire des erreurs et cela me rend nerveuse. Il positionne à nouveau le curseur et clique. Cette fois, quelque chose bouge dans l'ordinateur. Quelques secondes plus tard, une nouvelle page apparaît. Louis est content. C'est la page du paiement. Il demande « Quel est le numéro de notre carte de crédit? Tu es sûr que c'est sécurisé? Il y a un petit cadenas en haut. Paul a dit que c'est sécurisé. C'est risqué quand même, donner ainsi son numéro de carte de crédit. Tout le monde fait ça, Melba. Tu veux bien aller chercher la carte de crédit? Melba soupire. Elle ouvre un placard et revient avec son sac à main. Louis tape le numéro de la carte de crédit. C'est long. Il n'a pas l'habitude. Melba gémit. Il t'en faut du temps. Enfin, Louis clique sur « Confirmer le paiement ». Maintenant, il faut attendre la réaction du serveur. Tout à coup,
un message d'erreur apparaît. Session expirée. Louis et Melba se regardent, interloqués. Il faut tout recommencer. Enfin, vers la fin de la soirée, les billets de train sont réservés, payés et imprimés. Louis est fatigué, mais heureux. Mais Melba est de mauvaise humeur. « Tout ce temps perdu, dit-elle, je dois préparer à dîner et bâcler ma robe parce que monsieur veut aller à Paris lundi. »« Allons, dit Louis, ce sera un très beau voyage. » Il pose un baiser sur sa joue. « Merci, ma chérie. » Plus tard, Louis et Melba dînent dans la salle à manger. C'est un repas délicieux. Melba est une excellente cuisinière. D'ailleurs, tout ce que fait Melba est parfait. « Ça avance, ta robe de mariée ?» demande Louis. « Oui, ça va. J'ai fait les ourlets et fixé la traîne. Mais, au fait, tu as réservé une chambre d'hôtel ?» Le visage de Louis change. « Zut !» dit-il. « C'est vrai, il faut réserver une chambre. J'avais oublié. Tu sais que c'est difficile de trouver un hôtel à Paris. Il faut réserver à l'avance, et nous partons dans 4 jours. Je vais demander à Paul. Il va réserver un hôtel pour nous sur Internet. » Tu ne peux plus vivre sans Internet. Il y a aussi des agences de voyage en ville. On peut téléphoner demain matin. Oui, mais si Paul fait ça ce soir sur Internet, nous allons gagner du temps. Bon, d'accord. Melba se lève. Tu veux un dessert, un yaourt ? Je vais monter et travailler 1 heure. Non, merci, ma chérie, je n'ai plus faim. Si tu veux, je vais ranger la vaisselle. Ensuite, je vais appeler Paul. Une fois seul, Louis range les assiettes et les couverts dans le lave-vaisselle. Il essuie la table, puis il va au salon. Il prend le téléphone et compose un numéro. « Allô, Paul ? C'est ton père. Oui, ça va. Et chez vous ? Les petits vont bien ? Parfait, magnifique. Dis donc, peux-tu me rendre un service ? Nous allons à Paris lundi. Oui, eh oui. Nous avons envie d'un petit voyage, des vacances, quoi. Peux-tu nous réserver une chambre d'hôtel sur Internet ? Si possible ce soir ? Oui, je sais, j'ai l'ordinateur, mais c'est trop long. Je ne suis pas douée. D'accord, merci, Paul. À plus tard. Louis raccroche. 1/4 d'heure plus tard, le téléphone sonne. Allô ? Oui ? Ah, merci, Paul. C'est parfait. Eh bien, bonne nuit maintenant. Oui, nous téléphonerons de Paris. Bonne nuit. Paul a réservé une chambre d'hôtel. Il a envoyé l'adresse par email. Maintenant, Louis doit trouver le message caché quelque part dans l'ordinateur. Les jours passent. Le vendredi, Louis prépare le voyage. Il se demande : qu'est-ce que nous devons emporter ? Je vais faire une liste. Sur un papier, il note : adresse de l'hôtel, billet de train, carte de crédit, numéro de Paul, adresse de Georges, dictionnaire de français. De cette manière, la fin de la semaine arrive très vite. Louis et Melba se voient seulement pendant les repas. Melba est occupée toute la journée avec sa machine à coudre. La future mariée vient chercher sa robe demain. Aucune retouche ne sera possible. La robe doit être parfaite.
Le samedi, Melba livre la robe à la future mariée et Louis explore Paris sur Internet. Enfin, le dimanche, ils font les bagages. Quand la valise est bouclée, Melba dit « Voilà, nous sommes prêts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Melba propose « Réfléchissons au programme du voyage. Nous restons à Paris une semaine. Nous allons peut-être trouver Georges, mais ensuite. Je voudrais monter sur la tour Eiffel. À notre âge? J'ai toujours rêvé de monter sur la tour Eiffel. Je voudrais visiter le Louvre et le musée d'art moderne. On peut faire une balade à Montmartre, Notre-Dame. Il faut acheter des souvenirs pour Paul et les petits-enfants. Ah, Melba, nous allons faire un très beau voyage à Paris. C'est merveilleux. Ce sera comme une deuxième lune de miel. Melba hausse les sourcils, puis elle rit. Oui, si tu veux. Elle se lève et embrasse son mari sur la joue. Ce sera un beau voyage, mais un dernier détail. Quelqu'un doit arroser les plantes pour nous la semaine prochaine. Je vais appeler Corinna. Énergique et souple, elle ouvre la porte et sort. Louis est admiratif. On oublie facilement qu'elle a bientôt 70 ans. Avec un peu moins de ressort que son épouse, mais heureux, il se lève aussi. Demain est un grand jour. C'est lundi, il est 7h30 du matin à la gare de Londres. Louis pousse la valise sur un grand chariot. Melba marche à côté de lui. Les yeux levés, il scrute les écrans d'information. Il faut trouver l'accès au train Eurostar. Heureusement, ils sont en avance. Le départ est dans 1 heure. Louis hésite. C'est à gauche. Non, c'est à droite. Par là, ce sont les arrivées. Il faut suivre les flèches. Mais c'est écrit. Ah, oui, tu as raison. Il continue. Enfin, un panneau indique le contrôle des passeports. Il passe une porte et arrive à un guichet. Il y a déjà du monde. Il faut faire la queue. Quand c'est leur tour, ils montrent leur papier d'identité. Maintenant, il faut traverser un long et large couloir. Enfin, ils entrent dans une grande salle avec de nombreux sièges. Ils s'assoient, car il faut attendre. Le train n'est pas encore arrivé et les guichets d'embarquement ne sont pas encore ouverts. Je vois une librairie, dit Melba. Je vais acheter un magazine et des mots croisés. Tu veux aussi quelque chose? Non, merci, répond Louis. Quand Melba revient, les guichets sont ouverts. On peut maintenant valider les billets et monter dans le train. Encore un dernier effort, et Louis monte la valise dans le wagon. Enfin, ils peuvent s'asseoir à leur place. Louis pousse un soupir de soulagement. Ouf, enfin là, je suis bien content. Le voyage côté anglais passe vite. Louis regarde le paysage pendant que Melba fait des mots croisés. Tout à coup, le train est plongé dans le noir. La lumière électrique s'allume. Le tunnel dure 20 minutes, puis le jour réapparaît. « C'était rapide, » dit Louis. « Ce n'était pas le tunnel sous la Manche. »« Bien sûr, Louis, c'était le tunnel sous la Manche. On n'a même pas vu la mer. Il y a sûrement un autre tunnel plus loin. »« Je ne crois pas, Louis. Réveille-toi,
nous sommes en France. Louis regarde le paysage et attend. Mais il n'y a pas d'autre tunnel. Les arbres, les champs, les maisons défilent devant ses yeux. Déjà, le train arrive à destination. Eh bien, ça y est, nous sommes à Paris. Ils se lèvent et récupèrent leurs valises. Melba met son manteau. Maintenant, c'est le processus inverse. Il faut descendre du train, passer la douane et les contrôles. Quand, enfin, ils sont dans la rue, le soleil brille. Paris les accueille dans la lumière et le bruit. Sur la route, il y a beaucoup de circulation. Des voitures, des bus, des motos et même des vélos. Louis pose la valise sur le trottoir. Il dit « Le mieux, c'est de prendre un taxi pour aller à l'hôtel. » Devant la gare, il y a une station de taxi. Des gens attendent sur le trottoir. Encore une fois, il faut faire la queue. Louis et Melba regardent les passants. Les jeunes ont des casques sur les oreilles. Les hommes ont des attachés-caisses. Et les femmes ont de belles jupes élégantes. Louis pense « J'ai une idée. Je vais pratiquer mon français. » Il a appris le français à l'école il y a très longtemps. Dans la queue, devant lui, il y a une jeune femme. Elle a 25 ou 30 ans. Elle paraît sympathique. « Pardon, mademoiselle. C'est ici pour le taxi ?» demande Louis en français. « répond la jeune femme, la tête ailleurs. Louis soulève son chapeau. « Merci, mademoiselle. » Il sourit, satisfait. La jeune femme a très bien compris. C'est un succès. Melba soulève un sourcil et dit avec étonnement. « Nous attendons une voiture depuis 10 minutes et tu demandes si nous sommes à la station de taxi ? » « Oui, je voulais pratiquer mon français. Il est un peu rouillé, je sais. » Enfin, c'est leur tour. Un taxi arrive. Le chauffeur met la valise dans le coffre. Il monte dans la voiture. Dans un français impeccable, Melba indique l'adresse de l'hôtel. La voiture démarre. Le chauffeur est un homme sympathique, avec une casquette et une moustache. Il demande « Vous êtes en vacances ?» « Oui, commence Louis en français. Nous regardons… » Il demande à Melba en anglais. « Comment dit-on chercher en français ?» On dit « chercher ». Melba dit au chauffeur « Nous cherchons un vieil ami de mon mari, mais nous voulons aussi visiter la ville. » « Exactement, dit Louis, chercher, nous cherchons. » Le chauffeur demande « Vous restez combien de temps ?»« Une semaine, répond Melba. »« Semelle, pense Louis. Oui, je me souviens, à la semelle prochaine. »« Vous venez d'Angleterre ?»« Oui, nous sommes de Londres, dit Melba. »« Nous sommes, pense Louis, verbe être. J'avais oublié les conjugaisons aussi. »« Oh, je connais bien Londres, dit le chauffeur de taxi. J'ai habité là-bas dans ma jeunesse. » Et il commence à raconter. Il parle très vite en français. Louis ne comprend plus un mot. Pendant que Melba discute avec le chauffeur de taxi, il rêve. Il regarde la rue, le ciel, les nuages. Il voit des maisons anciennes et modernes, des boutiques, des cafés. Quand il y a un feu rouge, le taxi s'arrête. Quand le feu est vert, il repart.
Il roule vite. Il dépasse les bus et les vélos. Tout à coup, on arrive au bord de la Seine. C'est magnifique. On peut voir loin. Et des gens se promènent au bord du fleuve. Sur la rive, des marchands vendent des vieux livres dans des grands coffres. Puis il y a un court tunnel et finalement un embouteillage. Pendant un quart d'heure, la voiture n'avance plus. Les automobilistes klaxonnent et se fâchent. Le chauffeur de taxi rouspète aussi. Maintenant, ce sont les vélos qui dépassent les voitures. Enfin, le taxi repart. Il entre dans un autre quartier et quelques minutes plus tard, il s'arrête dans une petite rue. « Nous sommes arrivés, » dit le chauffeur. « Votre hôtel est ici. » Louis et Melba payent. Le chauffeur descend de la voiture, ouvre les portières et descend la valise. La rue est calme. Ici, il y a moins de voitures. Plus loin, on peut voir quelques commerces et un café. À la réception de l'hôtel, Melba demande en français: « Bonjour madame, nous avons une réservation pour une chambre double, s'il vous plaît. »« Oui, » répond la réceptionniste. « C'est à quel nom ? » ?»« C'est au nom de Roy, Louis Roy. »« Très bien, messieurs, dames, c'est la chambre 205 au 2e étage. Voici la clé. Merci, mademoiselle. » Louis et Melba prennent l'ascenseur. Ensuite, ils traversent un petit couloir et arrivent à la chambre. C'est une chambre simple, mais coquette. Il y a un lit pour 2 personnes, une commode, une télévision, une armoire et une petite salle de bain. Un petit balcon donne sur la rue. Louis pose la valise. Melba va dans la salle de bain et dit: « C'est très bien, Paul a bien choisi. » Elle revient dans la chambre et demande: « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux te reposer avant de descendre ? Tu n'es pas fatigué ? Non, et toi ? Moi non plus. Mais j'ai bientôt faim. Tu veux manger quelque chose, toi aussi ? On cherche un restaurant ? Ou plutôt un café ? Je préfère manger léger ce midi. Nous pouvons aller dans le quartier de Georges et chercher un restaurant ou un café là-bas. D'accord. Louis et Melba redescendent et arrivent à la réception. La jeune femme est toujours là. Pour Louis, c'est encore une occasion de pratiquer son français avec une jolie personne. Il demande: « Pardon, mademoiselle, vous êtes une map de la ville ?» Melba tire son mari par la manche. « Louis, souffle-t-elle, vous avez, pas vous êtes. »« Oh, pardon, vous avez une map ? Vous voulez dire un plan de ville ? Oh, excusez-moi, vous avez un plan de ville, s'il vous plaît ?» La jeune femme rit et répond dans un anglais presque parfait: « Oui, monsieur, je vais vous montrer où nous sommes. » Elle prend un plan de ville et le pose sur le comptoir. Louis est un peu vexé. « Vous pouvez parler français, mademoiselle ? Je comprends très bien. »« Vous pouvez, » chuchote Melba. « Oh, désolée, » répond la jeune femme, cette fois en français. « Alors voilà, nous sommes ici. » Elle indique un point avec son stylo. « Merci beaucoup, mademoiselle. Et il y a un arrêt de bus ici ? » ?»« Oui, vous avez un arrêt au coin de la rue. »« Où est-ce que vous allez ? » ?»« Dans la rue du chat qui s'agite. C'est dans le quartier latin, vous avez de la chance. Il y a un bus direct. Le trajet dure 40 minutes. Après,
Il est facile de trouver votre rue. Où est-ce qu'on achète les tickets? Il faut demander au chauffeur. Merci bien, mademoiselle. Bonne journée. Oh, une autre question, s'il vous plaît. Il y a, comment dites-vous, un automate pour la monnaie? Vous voulez dire un distributeur de billets? Oui, c'est ça. Il y a un distributeur à l'entrée de l'hôtel. Merci, mademoiselle. Dehors, Louis veut encore parler français. Il demande 3 ou 4 fois son chemin. Il y a un distributeur ici? Pardon, monsieur. Où est l'arrêt de bus numéro 31? Excusez-moi, c'est quelle rue pour aller au quartier latin? Melba s'impatiente. Tu m'énerves. Le bus est bondé. Louis et Melba achètent des tickets. Ils trouvent seulement une place. Assieds-toi, dit Louis. Je vais rester debout. Un jeune homme se lève et dit « Monsieur, prenez ma place. » « Merci, c'est très gentil. » Assis dans le bus, Louis et Melba regardent la ville défiler par la fenêtre. Le voyage est un peu long. Le bus s'arrête souvent. Il y a beaucoup de circulation. Enfin, le bus arrive dans le quartier latin. Louis appuie sur le bouton d'arrêt. Le bus s'arrête. Ils descendent. C'est un quartier animé. Il y a beaucoup de monde dans la rue. Des commerces, des voitures. Plus loin, on peut voir un café-terrasse. Ils entrent. C'est un café parisien typique, avec des petites tables et des petites chaises. À l'intérieur, les murs sont décorés avec des reproductions des peintures de Toulouse-Lautrec. Derrière le comptoir, le serveur essuie des verres. « Bonjour, messieurs, dames, dit-il. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez des sandwichs, des salades ou quelque chose de simple pour manger? Oui, nous avons des sandwichs au thon, au jambon, au fromage, des croque-monsieur, des croque-madame, des panini à la tomate et à la mozzarella. Je vais prendre un panini à la tomate, dit Melba. Et toi, Louis? Louis demande. Qu'est-ce qu'un croque-monsieur? C'est du pain de mie grillé avec du jambon et du fromage, répond le serveur. Dans le croque-madame, vous avez un œuf en plus. C'est parfait, dit Louis. Je vais prendre un croque-monsieur. Pas d'œuf, ce n'est pas bon pour mon cholestérol. Le fromage, ce n'est pas mieux, fait remarquer Melba. Et comme boisson? Demande le serveur. Louis répond. Pas de poisson, merci. Seulement un croque-monsieur et un panini, n'est-ce pas, Melba? Le monsieur a dit boisson, Louis, avec un B. Ah, je comprends. Alors, je vais prendre une eau minérale. Et toi, Melba? Moi aussi, une eau minérale. C'est très bien. Il s'assoit à une table, près de la fenêtre. Le serveur apporte les sandwichs et une bouteille d'eau. Pendant le repas, Louis et Melba regardent les passants par la fenêtre. C'est très bon, ce croque-monsieur. Et ton panini? Excellent. Tu crois que Georges habite encore ici? Je ne sais pas, Louis. Il a peut-être déménagé. 40 ans, c'est long. C'est vrai, dit Louis. En tout cas, c'est magnifique d'être ici, tous les deux. Tu ne trouves pas? Melba sourit. Elle regarde son mari avec affection. Oui, bien sûr. Ils terminent leur sandwich. Louis appelle le serveur et paye l'addition. Il demande en français. Savez-vous où est la rue du chat qui s'agite? Oui, ce n'est pas très loin. Vous avez un plan? L'homme pose son doigt sur le plan. Vous allez à gauche,
Vous tournez à droite, vous êtes arrivé. Parfait, merci. Vous connaissez peut-être Monsieur George Bowdleby? Il est anglais. Non, désolé. C'est un parent à vous? Non, dit Louis. Nous étions amis quand nous étions jaunes. Jaune? Melba intervient. Il veut dire jeune. Bien sûr, reprend Louis. Quand nous étions jeunes, c'était mon meilleur ami. Il est venu habiter ici avant 14 ans. Melba corrige. Tu veux dire, il y a 40 ans. Oh, c'est vrai. Je ne connais pas bien les nombres. 40 ans, dit le serveur. Et il habite toujours dans cette rue? Eh bien, c'est une bonne question. Nous allons voir. N'est-ce pas, Louis? Oui, nous allons voir. Bonne chance. Louis et Melba sortent dans la rue. C'est mauvais signe. Je suis sûre que Georges fréquenterait ce café s'il habitait ici. Eh bien, trouvons sa maison. Et s'il te plaît, ne demande plus ton chemin. Louis et Melba suivent le chemin indiqué par le serveur. La rue du Chat qui s'agite n'est pas très loin. C'est une toute petite rue très calme. Il n'y a pas de voiture ni de boutique. Il y a seulement une petite épicerie. Au bout de la rue, on peut voir un petit parc. 15, 17, 19. Enfin, ils arrivent au numéro 23. C'est une maison de 3 étages dans le style Art Nouveau des années 1900. « C'est ravissant, dit Melba. Ton ami Georges a du goût. » Devant la porte d'entrée, Louis dit « J'ai le trac. Après 40 ans, c'est bizarre. » Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Nous pouvons aller sur la tour Eiffel, si tu préfères. Ou visiter le Louvre, tu l'as bien mérité. Tu fais tout ce voyage avec moi. Melba sourit. Oh, il y a pire. Alors, qu'est-ce que tu décides? Si je sonne pas, je le regretterai toujours. Alors, je sonne. Louis appuie sur la sonnette. Pendant 1 minute ou 2, rien ne se passe. Finalement, la porte s'ouvre. Une dame apparaît sur le seuil. Elle a un tablier bleu et des lunettes. « Bonjour, messieurs, dames. »« Bonjour, madame, » dit Louis. « Excusez-nous de vous déranger. Nous cherchons un ami, monsieur George Bowdleby, s'il vous plaît. »« Monsieur George Bowdleby? Attendez, ce nom me dit quelque chose. »« Il habitait ici il y a longtemps, dit Melba. Il a peut-être déménagé. »« Exactement, dit la dame. Il a habité ici, mais il est parti. Attendez que je réfléchisse. Ah oui, bien sûr, c'était un Anglais. Il avait une librairie anglophone, là, dans la rue. Vous voyez cette épicerie, là-bas? C'était son magasin. Il est parti il y a une 15aine d'années. Vous vous souvenez de lui? C'est une chance pour nous, dit Melba. Oh, vous savez, je suis concierge. Il faut de la mémoire pour faire ce métier. Je vois beaucoup de gens défiler. Louis demande. Savez-vous où il est allé? Non, il ne m'a rien dit, mais demandez donc à la propriétaire de l'épicerie. Elle est là depuis longtemps. Je crois qu'elle connaissait ce George Bowdleby. C'est une excellente idée. Merci. Elle ne ferme pas à midi. Elle est sûrement là. Merci, madame. Très bonne journée. Flûte, pense Louis. Il a déménagé. Il n'habite peut-être plus à Paris. Effectivement, en face de la maison, il y a une petite épicerie. Dans la vitrine, on peut voir des boîtes et des paquets, des légumes secs, des farines, des épices colorées
et toutes sortes de choses. Louis et Melba poussent la porte. Une petite sonnerie retentit. La boutique est minuscule. Il y a des étagères sur les murs et des produits alimentaires du sol au plafond. Sur le comptoir sont posés de grands pots remplis d'épices variées. Derrière le comptoir, une femme aux cheveux blancs dit « Bonjour, madame, bonjour, monsieur, vous désirez ?» Elle a un sourire accueillant. « Bonjour, madame, excusez-nous, mais nous cherchons, c'est-à-dire, nous voulons savoir, enfin, désolé, mon français est une catastrophe. » « Mais non, voyons, que cherchez-vous » ? « Eh bien, nous cherchons monsieur Georges Baudelby, un Anglais. Il habitait dans cette rue. La concierge dit qu'il avait une librairie ici autrefois. » Mais effectivement, je connaissais bien Georges. Il m'a proposé de reprendre sa boutique. C'était une librairie à l'époque. Mais vous savez, moi, les livres. Alors j'ai préféré faire une épicerie. « C'est une très mignonne petite épicerie, madame, » dit Melba. « Oh, merci, madame, c'est gentil. Georges a quitté Paris. Il a dit qu'il partait… Où, exactement ? Je ne me souviens pas très bien. Attendez, je crois que j'ai noté son adresse dans un vieil agenda. » La dame ouvre un tiroir et regarde à l'intérieur. Mais elle le referme aussitôt. Ah non, bien sûr, il ne peut pas être là-dedans. Attendez-moi quelques instants, je vais regarder dans l'arrière-boutique. Oh, c'est vraiment très aimable, madame. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Mais non, pas du tout. Et la dame disparaît dans l'arrière-boutique. Louis et Melba se regardent. Bon, dit Melba, il n'est plus à Paris. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de déranger la dame plus longtemps, tu ne crois pas? Oui, bien sûr, répond Louis, rêveur. Mais attendons, par curiosité, elle a peut-être une adresse. Melba soupire. Pour elle, les recherches sont inutiles maintenant. Elle dit « Nous perdons notre temps, mais bon. » 5 minutes passent. Melba examine les produits sur les étagères. Il y a des choses intéressantes. Je crois que je vais acheter quelques épices pour cuisiner à la maison. Enfin, la dame réapparaît, un carnet dans la main. Voilà, dit-elle, j'avais noté sa nouvelle adresse dans un vieil agenda. Heureusement, je ne jette rien. Alors, voyons. La dame ajuste ses lunettes sur son nez. Village de Camembert. Ah, mais oui, bien entendu. Comment est-ce que j'ai pu oublier ce détail? Il est allé à Camembert, en Normandie, pour fonder une ferme biologique. La dame regarde Louis et Melba en souriant. Voilà, messieurs, dames, je suis bien contente de vous avoir renseignés. Mais c'est parfait, nous y allons, dit Louis. Il ne voit pas le visage stupéfait de Melba. Il est parti en quelle année, vous savez? Oh, eh bien, j'ai repris la boutique en 1985. Il est parti la même année, je crois. Parfait, madame, dit Melba. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Mais avant de partir, je vais prendre, s'il vous plaît, 100 grammes d'aneth, 50 grammes d'anis étoilé, 100 grammes d'herbes de Provence, 200 grammes de tomates séchées. Dans la rue, Melba dit à Louis. « Tu plaisantes, j'espère. Nous n'allons pas en Normandie. » « Ce n'est pas très loin, la Normandie, ma chérie. Camembert, tu imagines? Quel voyage! Quelle aventure! Nous avons réservé un hôtel ici pour 1 semaine. Oui, je sais, mais quelque chose me dit que Georges est là-bas. Et puis, un village qui s'appelle Camembert, c'est extraordinaire.
Il faut le visiter. Pas question, Louis. Nous irons à Camembert une autre fois. Mais c'est une occasion idéale. Nous sommes déjà à mi-chemin. Je ne sais pas, Louis. Nous allons seulement découvrir qu'il a encore déménagé. Tu peux chercher son adresse dans l'annuaire. Tu peux lui écrire. S'il te plaît, ma chérie. Melba réfléchit. Ce projet semble vraiment important pour son mari. Finalement, elle dit « Bon, d'accord, mais tu es vraiment un enfant. Pour te faire plaisir, nous allons passer l'après-midi au Louvre. » Le soir, à l'hôtel, couché dans le grand lit, à côté de Melba, Louis pense. Il fait nuit, la lampe est éteinte. Seule la lune éclaire un peu la chambre. Tout est calme et Melba dort déjà. Surexcité, Louis ne peut pas dormir. Il est heureux. Il repense à leur journée. Le voyage en train, le repas dans le quartier latin, la visite à l'épicerie. Il pense aussi à la journée de demain. Comme il est agréable d'improviser et de vivre au jour le jour, il ferme les yeux, il rêve. Son esprit vagabonde. Il revoit sa jeunesse. Il redevient un jeune homme. Lentement, Louis s'endort. Demain, le voyage continue. Fin de la première partie. Deuxième partie. Louis est dans le train. Il est content. Il est en vacances. Mais ce ne sont pas des vacances comme les autres. Il cherche son ami Georges. Il est comme un détective, un nouvel Hercule Poirot. Il n'a pas beaucoup d'indices. Il sait seulement que Georges a quitté Paris. Il a créé une ferme biologique à Camembert, en Normandie. Georges, un fermier, c'est incroyable. Mais est-il encore en Normandie? Personne ne le sait. En face de lui, sa femme Melba fait des mots croisés. Très concentrée, elle réfléchit. Louis regarde les autres voyageurs dans le wagon. Quelques personnes lisent des magazines. À côté de lui, un monsieur dort. Il a desserré sa cravate. La tête en arrière, la bouche ouverte, il ronfle. Le bercement du train est agréable. L'atmosphère est tranquille. De temps en temps, Melba lève les yeux et regarde sévèrement le dormeur. Comment se concentrer avec ces ronflements? C'est dégoûtant. Louis regarde le paysage. Il est de plus en plus vert. Maintenant, on peut voir des collines, des champs, des forêts. Tout à coup, une voix annonce dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Bernay. Bernay, 1 minute d'arrêt. » Melba pose son stylo et regarde aussi par la fenêtre. Louis demande « C'est encore loin? Où est-ce que nous devons descendre? » Nous descendons à Lisieux. C'est le prochain arrêt, je crois. Tu peux vérifier, tu as le plan. Moi? J'ai le plan? Il est dans ton sac. Non, Louis, regarde, il est sous tes genoux. Oh, c'est vrai, c'est le prochain arrêt. À côté de Louis, le monsieur endormi se réveille. Brusquement, il se redresse. « Excusez-moi, monsieur, nous sommes dans quelle gare? Je dois descendre à Caen. »« Nous sommes à Bernay, » répond Louis en français. « Ouf, merci, j'ai encore le temps. Mais j'ai eu peur un instant, je m'étais endormi. Je dors toujours dans le train, c'est une manie.
J'espère que je n'ai pas trop ronflé. Oh, pas du tout, dit Louis. Le monsieur continue la conversation. J'entends, à votre accent, que vous n'êtes pas d'ici, dit-il poliment. Non, répond Louis, nous sommes anglais. Oh, et vous allez loin? Non, pas très loin. Nous allons à Camembert. Nous avons peut-être un ami là-bas. Peut-être? Vous ne le savez pas? Non, nous ne le savons pas. Nous ne l'avons pas vu depuis 40 ans. 40 ans? Mais c'est la moitié d'une vie. Melba lève la tête. Elle soupire. Elle pose ses mots croisés sur ses genoux. Quand il ne ronfle pas, cet homme parle très fort. Il est impossible de se concentrer. Eh oui, c'est très long. Louis est ravi. Quand il parle français, il se sent un homme nouveau. Il est très heureux de raconter son histoire. Vous savez, c'est une histoire extraordinaire. Melba lève les yeux au ciel. Extraordinaire. Son mari utilise de bien grands mots. Il est toujours un peu théâtral. Nous avons fait un film quand nous étions étudiants. Le film n'est pas terminé et... Louis, interrompt Melba, tu ennuies le monsieur avec tes histoires. Mais pas du tout, dit le monsieur poliment. C'est passionnant. Alors, vous voulez terminer votre film? Eh bien, dit Louis, d'une certaine manière, oui. Mais aujourd'hui, la fiction devient réalité. Louis écarquille les yeux avec une expression mystérieuse. Melba secoue la tête, mais elle ne dit rien. Dans notre film, un homme cherche un ami perdu. Eh bien, voilà, vous comprenez? Maintenant, c'est moi qui cherche mon ami, dit Louis. Si je le trouve, le film sera terminé. Mais c'est fantastique! Vous pourriez écrire un roman. Oh! Louis rit, flatté. Et comment savez-vous qu'il est à Camembert? En fait, nous ne sommes pas sûrs. Il est peut-être encore là-bas, mais il est peut-être reparti. Et vous faites tout ce voyage sans savoir? Quelle aventure! Oui. Louis réfléchit. Cet homme est si aimable, si enthousiaste. C'est peut-être un romancier ou un journaliste. Que fait ou faisait votre ami dans la vie? Il a créé une ferme biologique à Camembert. Une ferme biologique? Oh, mais je le connais peut-être. Vous savez, je travaille dans l'agroalimentaire. J'ai une usine d'aliments en boîte. Je travaille beaucoup avec les agriculteurs. Comment s'appelle votre ami? Une usine d'aliments en boîte? L'homme rit. Non, ha ha, pas des Allemands, des aliments. Vous savez, de la nourriture, des boîtes de conserve, en particulier du maïs, des carottes. Oh, je comprends mieux. Louis rit aussi. L'homme n'est donc pas journaliste, ni romancier, ni fabricant d'aliments en boîte. Mon ami s'appelle George Bowdleby. Bowdleby, non. Désolé, ce nom ne me dit rien. C'est peut-être normal. Il est certainement en retard depuis quelques années. En retard? Oui, en retard. En retraite, dit Melba. Oh, merci, Melba. Bien sûr, il est certainement en retraite depuis longtemps. D'accord, oui, je comprends. C'est pourquoi je ne le connais pas. À ce moment, on entend la voix du conducteur dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Lisieux. Lisieux, 5 minutes d'arrêt. Flûte, dit Melba, nous descendons ici et nous ne sommes pas prêts. Nous devons porter la valise. Ne vous inquiétez pas, madame, dit l'homme aimablement. Je vais vous aider. Il se lève, Louis se lève aussi.
La valise est au fond du wagon. Dans le couloir, beaucoup de voyageurs sont déjà debout. Le passage est difficile. Finalement, le monsieur aimable attrape la valise de Louis. « Merci, dit Louis, c'est très gentil. »« Il faut se dépêcher, dit le monsieur. Le train n'arrête pas longtemps. » Il descend sur le quai avec la valise. Il la pose sur le sol. « Merci encore, dit Louis. Bonne chance dans vos recherches. Merci, au revoir et bon voyage. » L'homme remonte dans le train. Sur la grande plateforme, tous les voyageurs marchent dans la même direction. Avec leurs valises, Louis et Melba suivent le mouvement. « Quel monsieur très aimable, » dit Melba. « Maintenant, il faut trouver un hôtel. » « Tu imagines, Melba, nous ne savons pas où nous allons dormir le soir. » Louis réfléchit. « Sur le plan, dit-il, nous avons encore 30 kilomètres jusqu'à Camembert. Près de Camembert, il y a une ville qui s'appelle Vimoutiers. Nous trouverons sûrement un hôtel là-bas. »« D'accord, il y a peut-être un bus pour Vimoutiers. Je vais demander au guichet où est l'office du tourisme. Tu m'attends ici avec la valise ? » ?»« D'accord, répond Louis. Pendant que Melba va au guichet, Louis attend dans le hall. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et beaucoup de gens qui partent. Après quelques minutes, Melba revient. « Bon, dit-elle, ce n'est pas très loin. On y va ? » Ils sortent sur le trottoir. Le ciel est gris, mais il ne pleut pas. Ils traversent un grand parking. Melba marche vite. Louis la suit avec la valise. Heureusement, la valise a des roulettes, c'est plus facile. Après 100 mètres, ils tournent à droite. Ils passent devant un petit parc et une église. Enfin, ils arrivent à l'office du tourisme. C'est un bâtiment moderne. Ils entrent. « Bonjour, madame, » dit Melba. « Nous voulons aller à Vimoutiers. Est-ce qu'il y a un bus ? Est-ce qu'il y a un hôtel dans cette ville ? » « Atchoum ! Pardon. C'est Louis. Il a éternué. »« À vos souhaits, monsieur, » dit l'employé. « Merci, répond Louis. « C'est peut-être le rhume des foins. J'ai ce problème aussi tous les ans. » Alors, pour aller à Vimoutiers, il y a un bus. Je peux vous montrer sur le plan. Il y a aussi un hôtel à Vimoutiers. À cette saison, il y a sûrement des chambres de libre. Parfait, dit Melba. L'employé indique l'adresse de l'hôtel et la ligne de bus. « Et comment aller à Camembert, s'il vous plaît ? » demande Louis. « Là, il faut prendre un taxi. »« Très bien, madame, merci. »« C'était un plaisir, bonne journée. »« Atchoum ! Pour aller à l'arrêt de bus, il faut encore marcher un peu. »« Tu n'as pas envie d'un casse-croûte ? » demande Louis. « Il n'est que 10h30. »« Oui, mais nous avons déjeuné très tôt. » Justement, les deux voyageurs passent devant une boulangerie. Ils achètent des pains au chocolat. Peu après, ils arrivent à l'arrêt des bus régionaux. C'est une petite place avec des platanes. Louis pose la valise. Il s'assoit sur un banc. Sur le trottoir, des gens attendent aussi. Des voitures passent. Un bus arrive. On ne voit pas encore le numéro de la ligne. À ce moment, un inconnu s'approche. C'est un monsieur avec un manteau noir élégant. Il demande à Louis. « Pardon, monsieur, vous prenez le car aussi ? » « Non, nous prenons le bus. »« Le bus et le car, c'est la même chose, Louis, » explique Melba. « Oh, alors, bien sûr, oui, nous prenons le car. Et vous savez si le bus pour Vimoutiers est déjà passé ? » demande encore le monsieur. « Non, dit Louis, il n'est pas passé, nous allons à Vimoutiers aussi. »
C'est le linge 53. La ligne 53, dit Melba. Justement, continue Louis, je crois qu'il arrive. Ah, dit le monsieur, je suis content. Je pensais avoir raté mon quart. Il ajoute. Vous parlez très bien français, et vous aussi, madame. Je suis étonné de votre accent excellent. Je peux vous demander d'où vous venez? Nous venons d'Angleterre, répond Melba. Oh, vous venez d'Angleterre? Je suis autrichien. Je suis ravi de vous rencontrer. L'homme est vraiment charmant. Ils entrent tous les trois dans le bus. Ils achètent des tickets au chauffeur. Ils s'assoient. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le bus. De nombreuses places sont libres. Le bus démarre. Ils traversent la ville. Il y a beaucoup de circulation. Mais bientôt, ils quittent la ville et entrent dans la campagne. La route est droite et régulière. Le paysage est verdoyant. Il y a des pommiers sur les collines et des vaches dans les champs. Pendant le voyage, Louis et Melba continuent la conversation avec l'Autrichien sympathique. Louis raconte son histoire et le monsieur parle de la Normandie. Dans la ville de Caen, oh, et d'ailleurs, il faut prononcer Caen, comme le mot Caen. Donc, dans la ville de Caen, vous avez le château de Guillaume le Conquérant. Il a été détruit pendant la guerre. Il y a un autre château dans la ville de Falaise. Et savez-vous que près de Camembert, justement, il y a la maison de Charlotte Corday? Charlotte Corday qui a assassiné Marat, etc., etc. La conversation est si intéressante que les voyageurs oublient le temps. Enfin, le bus arrive en ville. Il s'arrête. « Terminus !» dit le chauffeur. « Oh !» dit Louis, « il ne faut pas rater notre arrêt. Où sommes-nous » Justement, une dame se lève. Il lui demande. « Pardon, madame, nous sommes arrivés à Vimoutiers ?»« Vimoutiers » dit la dame. « Nous sommes à Orbec, monsieur. » Louis ouvre son plan. Il examine la carte. « Mais je ne comprends pas. Orbec n'est pas sur notre route. Comment pouvons-nous être à Orbec ?»« Montre-moi la carte, s'il te plaît. » Melba prend la carte. Elle fronce les sourcils. « Bon, dit-elle, je vais demander au chauffeur. » Elle se lève. Pendant ce temps, tous les autres voyageurs descendent. Louis reste assis avec le monsieur autrichien. Il ne parle plus. Après un court instant, Melba revient. Elle a une expression consternée. Nous sommes dans le bus numéro 56 et non dans le numéro 53. Oh, disent les deux hommes, c'est un choc. Tout à coup, le monsieur autrichien semble très fâché. Son visage est très sérieux. Il dit « Eh bien, il faut retourner à Lisieux. Au revoir, messieurs, dames. » Il se lève et sort très vite du bus. Sur le siège, il a oublié son petit manteau noir. Louis prend le manteau et appelle « Monsieur, vous avez oublié votre menton ?» Le monsieur revient, prend son manteau et tourne les talons. « Eh bien, il n'a pas l'air content, » dit Louis en anglais. « Mais après tout, il nous a distraits avec ses histoires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Melba ?» Le chauffeur dit qu'il n'y a pas de bus entre Orbec et Vimoutiers. Il faut retourner à Lisieux ou prendre un taxi. Ils descendent du bus, toujours avec leurs valises. « Nous n'allons pas retourner à Lisieux comme le monsieur autrichien, » dit Louis. « Vimoutiers est seulement à 15 kilomètres. C'est absurde. » Vimoutiers. Nous pouvons chercher une station de taxi. Ils marchent dans la ville pendant quelques minutes.
Puis ils entrent dans un bistrot et demandent s'il y a une station de taxi. « Il y a un taxi qui travaille dans le coin, » dit le cafetier. « Je peux vous donner son numéro de téléphone, si vous voulez. »« Volontiers, » dit Melba. « Mais avez-vous aussi un téléphone ? Nous n'avons pas de téléphone portable. »« Oui, ça fait 1 euro la communication. » Il donne un téléphone à Melba. Melba appelle le taxi. Mais c'est un répondeur automatique. Apparemment, le taxi n'est pas disponible. Est-ce qu'il y a un autre taxi ? Je ne crois pas. Je n'ai qu'un numéro. Désolé, je ne peux pas faire mieux. Tant pis, merci beaucoup. Nous pouvons rester un peu ici et manger des sandwichs, Melba. Qu'est-ce que tu en penses ? Propose Louis. Il commande une bouteille d'eau et des sandwichs. Il s'assoit à une table. Louis mange son sandwich, mais Melba n'a pas beaucoup d'appétit. Elle est un peu de mauvaise humeur. C'est un peu fatigant, ce voyage. Nous ne sommes pas sur la bonne route. En plus, regarde le temps, il commence à pleuvoir. À la table voisine, un monsieur est assis devant une tasse de café. Il les observe. « Excusez-moi, messieurs, dames, dit-il, mais je crois comprendre que vous cherchez un taxi ? » « Oui, c'est vrai, dit Louis. « Oui, c'est vrai, dit Melba. « Je connais un garagiste dans la ville. Il loue parfois des voitures. Ça vous intéresse peut-être ? » « Oui. Où se trouve ce garagiste ? » « En sortant du café, c'est tout droit. Puis la deuxième à gauche, c'est le garage Mariano. Enfin, c'est juste une idée. »« Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu en penses, Melba ? » ?»« Tu es bien téméraire. Il faut conduire à droite. Tu n'as pas l'habitude. »« Enfin, c'est comme vous voulez, dit le monsieur. Bon, je dois partir. Au plaisir, messieurs, dames. Merci du renseignement, monsieur. Au revoir. » Le monsieur se lève, il paye son café et s'en va. Sur sa chaise, il a oublié un manteau de laine. « Oh, monsieur, dit Louis, vous oubliez votre marteau. » Les deux voyageurs marchent dans la rue. Louis tire la valise, comme d'habitude. Les roulettes sautent sur le pavé. Il pleut un peu. C'est une douce petite pluie de printemps. En tout cas, dit Louis, la ville est plutôt jolie. Il regarde les maisons en pierre et à colombage. Il est midi, les magasins ferment. Il est tard, j'espère que le garagiste est encore là. Tu es sûr que tu veux conduire ? Ce n'est vraiment pas prudent. C'est toi qui vas conduire, dit Louis, j'ai confiance en toi. Quelques minutes plus tard, ils arrivent devant un garage. C'est un grand bâtiment blanc avec des lettres noires. Garage Mariano. Ils entrent. Dans la cour, des vieilles voitures sont garées en désordre. Dans le garage ouvert, des pieds dépassent sous une voiture en panne. « Monsieur, dit Louis, pardon de vous déranger. On nous a dit que vous louez des voitures. Justement, nous cherchons une voiture. » Lentement, les pieds glissent sous la voiture. Des jambes apparaissent, puis l'homme entier. Il se lève. Son visage et ses mains sont noirs de cambouis. Il porte une cotte bleue sale. Il essuie une main sur son front. Maintenant, son visage est encore plus noir. « Je répare des vieilles voitures et je les vends, dit-il. Parfois, effectivement, j'en loue. Vous voulez une voiture immédiatement ? Oui, si possible. » L'homme regarde Louis attentivement et demande : « Vous êtes anglais, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est vrai. »« Ah ah ! Je ne parle pas anglais, mais j'ai appris à l'école. Il y a longtemps, bien sûr. »« Ah oui ? Moi aussi, dit Louis. J'ai appris le français il y a très longtemps. C'est vrai ? Mais vous parlez très bien. Oh, vous êtes gentil. Moi,
je me souviens seulement des noms d'animaux. » Et il continue en anglais, avec un fort accent français. Poule, canard, renard, libellule, grenouille, chevreuil, chien, âne, oie, sanglier, mouche, abeille, araignée. Il a vraiment une araignée au plafond, pense Melba. Pigeon, mouette, ver de terre. Je connais vraiment beaucoup de noms d'animaux en anglais. Oh, c'est magnifique, dit Melba. Et, qu'est-ce que vous avez comme voiture? En ce moment, pas beaucoup. Attendez une minute, je vais voir. Le garagiste essuie ses mains sur sa cotte et se promène dans la cour. Il examine les différentes voitures. Alors, dit-il, il y a cette 2 chevaux orange. Elle est un peu vieille, mais elle roule. C'est invendable. Je peux vous la louer si vous voulez. 20 € la journée. Invendable? Crie Louis avec enthousiasme. Mais c'est un bisou, je veux dire un bijou. Nous pouvons l'acheter. Louis, dit Melba, effarée, nous allons d'abord louer cette voiture. C'est suffisant. Elle demande au garagiste. Et elle roule vraiment bien? Il n'y a pas de risque? Non, elle roule. Et si vous avez un problème, vous m'appelez. Voici ma carte avec mon numéro de téléphone. Je peux m'asseoir dedans? Demande Louis. Bien sûr. Je vous montre les commandes. Ce n'est pas compliqué. Il ouvre la portière. Louis s'assoit dans la voiture et prend le volant dans ses mains. Il est vraiment content. Voici le levier de vitesse, explique le garagiste, les essuie-glaces, le clignotant, le klaxon. Il appuie sur le klaxon, un son de trompette retentit. Voilà, je vous montre aussi le réservoir à essence. Bon, eh bien, nous prenons la voiture, n'est-ce pas, Melba? Mais Melba hésite encore. Pourtant, quelle autre solution y a-t-il? Bon, d'accord, dit-elle. Mais c'est moi qui conduis. Ils entrent tous les 3 dans le bureau. Avez-vous votre carte d'identité, s'il vous plaît? Je vais faire une photocopie. C'est juste une formalité. Louis donne sa carte d'identité. Voici le contrat de location. Combien de jours voulez-vous louer la voiture? 1 jour ou 2. Qu'est-ce que tu en penses, Melba? Oui, et ensuite nous verrons. Très bien, veuillez signer ici, s'il vous plaît. Louis et Melba signent le contrat. Le garagiste leur donne la clé de la voiture. Louis se dirige automatiquement vers le volant. Louis, crie Melba, on a dit c'est moi qui conduis. Juste pour un essai, ma chérie, je ne peux pas résister. Melba insiste. Tu ne vas pas conduire, Louis, c'est dangereux. Tu n'as pas l'habitude, et les Français roulent très vite. Mais Melba, tu vas voir, je vais rouler très doucement. Louis s'assoit derrière le volant. Il est ravi. Melba lève les yeux au ciel. La voiture démarre. Sur la route, il y a un peu de circulation. Il est midi et les gens rentrent chez eux. Nous pouvons prendre un hôtel dans cette ville, propose Louis. C'est une très jolie ville. Nous serions tranquilles pour ce soir. Attendons un peu. Je préfère trouver Georges d'abord. D'accord. Tu as la carte? Tu peux nous diriger? Il faut suivre la direction Vimoutier. À la sortie de la ville, Melba dit « Ce n'est pas la bonne direction. Il faut tourner à gauche, puis encore à gauche. » J'espère que nous n'allons pas prendre l'autoroute. Il n'y a pas d'autoroute. La route régionale va directement à Vimoutier. Et si nous prenions les petites routes de campagne, c'est plus joli. Ce sera plus long, je pense, mais si tu veux.
et il y aura sûrement moins de circulation, pense Melba. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais bientôt, Melba regrette. Dans cette région, les petites routes sont vraiment petites. Il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est vrai, mais des tracteurs, des vaches, des chiens et des chats bloquent la route toutes les 5 minutes. Le chemin est très sinueux. Les arbres ne sont pas taillés. Dans les virages, il faut faire attention. La visibilité est mauvaise. Melba est nerveuse. Elle fixe la route. Mais Louis est de bonne humeur. C'est vraiment magnifique. Il ouvre la vitre avec sa main gauche. Tu entends chanter les grillons? En haut des collines, on domine le paysage. Il y a beaucoup de chevaux dans les champs. Les pommiers sont couverts de fleurs blanches. Dans les vallées, on peut voir des petites rivières, des villages, des fermes. Lentement, le soleil se montre. Les nuages courent dans le ciel. 1 heure plus tard, la petite de chevaux arrive enfin à Vimoutiers. La carte indique 20 kilomètres, dit Melba, mais en réalité, il y a 40 bornes. En tout cas, j'adore visiter cette région. À Vimoutiers, les 2 voyageurs font le plein, puis ils continuent en direction de Camembert. Nous sommes bientôt arrivés? Demande Louis. Tout dépend du nombre de tracteurs et d'animaux sur la route. Mais le village de Camembert n'est plus très loin. Bientôt, un panneau apparaît au bord de la route. Camembert. Nous sommes arrivés, crie Louis, heureux. Et je n'ai pas fait d'accident. Au cœur du village, il trouve une place de parking. On va pouvoir se dégourdir les jambes, dit Melba. Le village est situé sur une colline. Ici, on domine le paysage tout autour. La ferme de Georges n'est probablement pas dans le centre, mais un peu plus loin. Melba et Louis visitent le village. C'est très rapide car il est tout petit. Il n'y a que 3 ou 4 maisons, un musée du fromage, une boutique, une mairie et une église. L'église est très jolie, mais le musée n'est pas encore ouvert. Il y a beaucoup de visiteurs. Des touristes achètent des souvenirs et des sandwichs à la boutique. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Louis. « Je propose d'aller à la mairie. Ils ont sûrement des informations sur ton ami Georges. » Très bonne idée. Ils traversent la place du village. Mais la mairie est fermée aussi. Elle ouvre à 14 heures, lit Melba sur la porte. Louis regarde sa montre. C'est dans un quart d'heure. Mais ils n'attendent pas si longtemps. Une personne arrive aussi. C'est une employée de la mairie, une dame avec des lunettes et des cheveux blonds. Elle a une clé dans la main. « Bonjour, dit-elle, je suis en avance. Une petite minute, je vais vous ouvrir. » Elle ouvre la porte. Ils entrent tous les 3 dans la grande maison. La dame s'assoit à son bureau. « Quelle est la raison de votre visite ?»« Nous cherchons l'adresse d'un ami, » dit Louis. « Comment s'appelle-t-il ?»« Georges Baudelby. »« Vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît ?»« B-O-D-D-L-E-B-Y. » La dame ouvre un placard et prend un classeur. Elle commence à chercher. A, B, C, B. Voyons. Babebi, bichon. Bistouri, blanquette. Non, c'est trop loin. Beau, bobine, beau coin, beau dentier, beau tapis. Non, désolé, je ne trouve pas le nom Baudelby dans mes registres. La dame replace ses lunettes sur son nez et regarde les 2 visiteurs. « Alors, il n'habite pas à Camembert, » dit Melba. « En tout cas, pas cette année. Ceci est le registre actuel. Est-ce que vous pouvez chercher pour les autres années? Nous sommes presque sûrs qu'il habitait ici il y a 15 ans. »
demande Melba. Oui, je vais voir. La dame se lève et ouvre un autre classeur. Elle tourne les pages. Blancheval Jean-Claude, Beau Camembert Roger. Oh, hé hé, quel nom intéressant. Beaudanois Marguerite, ce n'est pas ça. Ah, Bodelby Georges. Voilà, je l'ai trouvé. Il habitait au lieu-dit Saint-Michel en 2002. Mais nous ne savons pas quand il a déménagé. Il faudrait faire des recherches plus longues dans les classeurs. Où se trouve le lieu-dit Saint-Michel, s'il vous plaît? Entre Camembert et Croûte. Croûte? Oui, Croûte. C'est un village de la région à 4 ou 5 kilomètres. Il y a un plan de la commune sur la place du village. Vous pouvez regarder. Merci, madame. Bonne journée. Dehors, devant la mairie, Louis et Melba réfléchissent. Bon, dit Melba, apparemment, il a encore déménagé. Quel nomade! 2 déménagements en 15 ans, c'est raisonnable. Nous pouvons peut-être trouver sa ferme. Les nouveaux habitants savent peut-être où il est parti. Oui, c'est une bonne idée. Tu veux conduire? Demande Louis. Ah, tu ne veux plus conduire? Si, mais tu peux, c'est ton tour. C'est une voiture très agréable. D'accord. Melba prend donc le volant et la voiture démarre. Louis examine la carte. Maintenant, le soleil brille. Louis ouvre sa vitre. Un vent frais joue dans ses cheveux. Il n'y a pas de grande route pour aller à Croûte. Il n'y a que des petits chemins. J'espère que nous ne rencontrerons pas de voiture, dit Melba. La route n'est pas large. Après 2 ou 3 kilomètres, la voiture passe devant une ferme. Tiens, dit Louis, une ferme. Nous pouvons demander ici. Melba allume le clignotant et appuie doucement sur le frein. Mais tout à coup, la voiture reçoit un choc. Qu'est-ce que c'est? Demande Louis, effrayé. C'est une autre voiture. Elle a heurté la 2 chevaux. Melba se gare au bord du chemin. Derrière eux, une voiture blanche se gare aussi. Un automobiliste descend. L'homme approche et se penche sur la vitre de Louis. « Je suis désolé, je n'avais pas vu votre voiture, dit-il. J'avais mis le clignotant, dit Melba. Oui, dit le monsieur, pardon, j'étais dans la lune. Vous voulez faire un constat? Louis descend et examine l'arrière de la voiture. Je constate qu'il n'y a rien, dit-il. Tant mieux, dit l'homme. Encore une fois, je suis désolé. Pas de souris, dit Louis. Pas de souci, dit Melba. Merci, mais je vous assure que je suis un bon automobiliste. Vous pouvez peut-être nous rengainer, dit Louis. Pardon, dit le monsieur. Mon mari veut dire nous renseigner. Exactement, dit Louis. Vous pouvez peut-être nous rasséréner, nous ragnécier. C'est une motte très difficile pour moi. Un mot, Louis, on ne prononce pas le T. Je peux vous renseigner, dit l'homme, avec plaisir. Nous cherchons un Anglais. Il s'appelle George Bodelby. Il avait une ferme dans le foin. Dans le coin, corrige Melba. Vous le connaissez? Mais oui, s'exclame le monsieur. Son visage s'éclaire. Il avait un haras. C'était mon voisin. Vous voyez ici, c'est ma ferme. L'homme montre du doigt une ferme un peu plus loin. Son haras est à 2 kilomètres d'ici. Qu'est-ce que c'est un haras? Demande Louis. C'est un élevage de chevaux. Un élevage de cheveux? Oui, de chevaux. C'est le haras du Beau Silence. Il a habité ici une 15aine d'années, je crois. Savez-vous où il habite maintenant? Demande Melba.
Il a pris sa retraite et il est parti avec sa femme sur la côte, à Villers ou Villerville, je ne me souviens plus très bien. Merci beaucoup, monsieur. Louis et Melba remontent dans la voiture. Melba reste au volant. Elle demande: « Tu veux aller voir ce haras ?» Mais Louis est perplexe. « Je ne comprends pas, Melba. Il voulait fonder une ferme. Il est devenu coiffeur, finalement ? » Mais non, voyons. Melba explique le mot chevaux à son mari. Mais alors, comment s'appellent les cheveux des chevaux ? Les chevaux n'ont pas de cheveux, Louis. Ils ont des poils ou des crins et une crinière. Bon, tu veux voir le haras ? Pourquoi pas ? La petite deux chevaux continue son chemin. Après 2 ou 3 kilomètres, un panneau apparaît au milieu des arbres. Haras du Beau Silence. Alors c'est ici, dit Louis. Melba arrête la voiture. Près de la route, entre les arbres, une grande barrière blanche ferme la propriété. Plus loin, ils aperçoivent une grande maison. Dans les champs, autour de la maison, des chevaux paissent tranquillement. C'est un endroit paisible et accueillant. C'est extraordinaire, dit Louis. Quand on pense, c'est incroyable d'imaginer que Georges a habité ici. Il devient rêveur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Melba. Il n'est pas utile de visiter, non ? On va à Villers, dit Louis avec un grand sourire. Melba demande: « Tu devrais vérifier d'abord si Georges habite à Villers. » Mais comment ? Dans un annuaire, par exemple. Il est peut-être abonné au téléphone. Louis ne remarque pas l'ironie dans la voix de sa femme. Il continue: « Je vais d'abord chercher Villers sur la carte. » Il ouvre son plan. Après quelques instants, il s'écrie: « Magnifique! C'est au bord de la mer. Justement, je voulais voir la mer. » Il regarde sa femme. « C'est parti, Melba. Il faut retourner à Vimoutiers et ensuite, c'est direct. » Melba soupire. « Bon, au fait, le monsieur a mentionné aussi Villerville. Tu veux vérifier aussi ? C'est plus prudent. » À nouveau, Louis examine la carte. « Villerville aussi est au bord de la mer, dit-il, et c'est la même direction. C'est parfait. Il faut prendre la direction de Melba. Il faut retourner à Lisieux. » Melba démarre la voiture et le couple continue sa route. Ils traversent la campagne vers le nord. Maintenant, la route est plus large. Mais il y a aussi plus de circulation. Melba est prudente. Elle reste toujours à droite. Elle roule lentement. Beaucoup d'automobilistes préfèrent dépasser. « Ils vont faire un accident, » dit Melba. « Ils sont si pressés. Les Français roulent comme des fous. » Après 40 minutes, ils arrivent à Lisieux. Là, ils perdent la direction. « Essaye à gauche, » dit Louis. « Il faut suivre la direction de Deauville. » Heureusement, ils retrouvent leur route. Enfin, après 1 heure supplémentaire, ils arrivent à Deauville. Mais le temps change. Sur la côte, il fait gris et il pleut. « Dommage, » dit Louis. « Nous arrivons à la mer et il fait mauvais. » Dans la ville, il y a beaucoup de circulation, des feux, des stops, des ronds-points. « Arrêtons-nous, » dit Melba. « Pour Villers, il faut aller à gauche, mais pour Villerville, il faut aller à droite. Je vais chercher un parking. » Mais les parkings sont rares. La petite deux chevaux tourne patiemment dans le centre-ville. Finalement, il se gare. « Villers ou Villerville ? » demande Louis. « Tu peux choisir, ma chérie. Si tu aimes jouer les détectives, il est peut-être préférable de vérifier l'adresse de Georges dans un annuaire téléphonique. Nous trouverons peut-être quelques informations. S'il n'est pas à Villers, alors il est à Villerville, et vice-versa. C'est mieux que choisir au hasard, tu ne trouves pas ?
Mais où trouver un annuaire? Peut-être à la poste ou dans un café? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cafés dans la grande rue. On y va? En même temps, nous pouvons prendre une limonade. J'ai soif. Très bien. Dehors, il y a beaucoup de vent. Je vais garder mon imperméable, pense Louis. Ils trouvent un café, ils entrent. Au comptoir, Louis demande: « Bonjour monsieur, 2 limonades, s'il vous plaît. Et avez-vous un annuaire? » « Certainement, monsieur, » répond le cafetier. Il lui donne un annuaire. Louis et Melba s'assoient à une table et ouvrent le gros livre. Louis tourne les pages. Villiers, La Villette. Ah, voilà Villerville, dit-il. A, B, C, Bignoux, Binette, Blanbec, Blondinet, Bobine, Bobard, Beaucanasson, Baudinet, Beaufilou. Je ne trouve pas le nom de Georges. Louis regarde sa femme, très déçu. Et à Villers? Villers est juste avant Villerville. F, G, H. Pas dans ce sens, Louis. Louis tourne les pages dans l'autre sens. A, B, Basculette, Basourdi, Binoche, Bilboquet. Alors, s'impatiente Melba, donne-moi cet annuaire, s'il te plaît. Mais Louis continue. Beaucaillou, Beaucriquet, Beaucruchon. Ah, ça y est, Melba, j'ai trouvé. Baudelby, Georges, 28 rue de la Clé des Champs, à Villers-sur-Mer. Louis se lève, les bras en l'air. Hurrah! Comme je suis content! J'ai trouvé Georges! Louis paye l'addition. Vous avez l'air content, messieurs, dames, dit le serveur. Oui, vous savez, nous avons fait une longue trip. Nous avons tourné en Normandie. Vous voulez dire un long voyage? Oui, effectivement. Nous cherchons un ami, et nous l'avons trouvé. Il était dans l'annuaire, tout simplement. Le serveur sourit. On trouve tout dans ce grand livre. Louis et Melba sortent du café. Ils sont pressés. Ils doivent aller à Villers. Ils marchent vite. Du coup, Louis oublie son imperméable sur une chaise. « Monsieur, » appelle le cafetier, « vous oubliez votre manteau ?» Dans leur petit auto, Louis et Melba prennent la route de la mer. Je suis malade, avec tous ces virages. De la route, on peut voir la plage. En 20 minutes, ils arrivent à Villers. Là, ils demandent leur chemin. « Pardon, madame, la rue de la Clé des Champs, s'il vous plaît ?» C'est à 5 minutes d'ici. Prenez la rue du Petit Pot de Crème, puis la rue des Champignons de Paris, et vous êtes arrivés. La voiture redémarre. Rapidement, ils trouvent la rue de la Clé des Champs. Le numéro 28 est une petite maison blanche avec un toit en ardoise. Ils s'arrêtent devant la porte. Louis pose sa main sur son cœur. « Je suis ému. J'ai trouvé Georges. » Ils appuient sur la sonnette. Une sonnerie retentit à l'intérieur. Les secondes passent. Ils appuient une deuxième fois sur le bouton. Mais rien ne se produit. Il n'y a personne. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Louis. « Je ne sais pas. Il faut revenir plus tard. On va voir la mer ? Tu as vu le temps ? Avec ce vent et cette humidité, nous allons tomber malades. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on peut aller voir la mer quelques minutes, puisque nous sommes ici. Oui, et après, on va boire un thé chaud et on revient sonner à la porte. » Ils prennent leurs imperméables et sortent de la voiture. Puis ils marchent vers la plage. Une rangée de belles villas fait face à la mer. La marée est basse. L'étendue de sable est immense. Il faut marcher longtemps pour atteindre l'eau. Quelques mouettes volent dans le ciel gris. On n'entend que le bruit du vent. Une pluie fine mouille les visages.
Melba enroule une écharpe autour de son cou. Louis serre son manteau autour de ses épaules. « Excellent, dit-il. J'adore ce temps à la mer. Si j'étais Georges, je serais ici aujourd'hui. » Mais aujourd'hui, il n'y a personne. À droite comme à gauche, la plage est déserte. Sur le sable mouillé, Louis et Melba continuent leur marche. Peu à peu, ils se rapprochent de l'eau. Bientôt, ils distinguent mieux les vagues et les rochers noirs dans l'eau grise. Et finalement, au milieu des rochers, une silhouette apparaît. Il y a quelqu'un qui pêche là-bas. C'est peut-être Georges. Pourtant, comment imaginer Georges, libraire parisien, puis éleveur de chevaux, seul ici, dans le vent et la pluie? Ils arrivent près des rochers. Maintenant, la ville est loin derrière eux. Le pêcheur est très occupé. Il a un grand imperméable et une capuche sur la tête. « Qu'est-ce qu'il pêche, à ton avis ?» demande Louis. « Des coquillages, des crevettes, peut-être. Je vais lui demander. » Louis marche vers le pêcheur. Sous la capuche, il voit le visage d'un vieil homme. Ses yeux bleu clair ont une expression sympathique. « Bonjour, monsieur, » dit Louis en français. Il lève la main pour saluer. « Vous êtes courageux, ce n'est pas un temps idéal pour pêcher. »« Au contraire, » dit l'homme, « c'est un temps idéal pour moi. »« Oh, je vous comprends. La mer est magnifique dans le vent et la pluie. »« Exactement, » répond l'homme avec un sourire. Louis est intéressé. L'homme parle avec un accent. Est-ce un accent anglais? Il n'ose pas le demander. Maintenant, l'homme range ses affaires. Il ferme son grand sac en cuir. Louis demande. « Vous pêchez des cravates ?» L'homme rit et répond. « Oui, mais c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de crevettes. Ce n'est pas la bonne saison. » Après une pause, l'homme demande. « Vous n'êtes pas anglais, par hasard? Vous avez un petit accent. »« Oh, vous êtes gentil. J'ai un énorme accent. »« Oui, nous sommes anglais. Mais vous... L'homme rit encore. « Oui, moi aussi, je suis anglais. »« Oh, et vous habitez ici? » ?»« Oui, depuis 7 ans déjà. »« Mais alors, vous connaissez peut-être mon ami Georges, Georges Bottleby. Nous avons sonné, mais il n'est pas chez lui. » L'homme se redresse, très surpris. « Georges Bottleby? Mais c'est moi. »« Comment? C'est toi, Georges? »« C'est moi, Louis, ton vieil ami Louis. » 3 Anglais sont assis dans un café. Dehors, il pleut, mais le thé fume dans les tasses. Louis et Melba écoutent, ravis, les histoires de leur ami. Georges, un grand homme maigre aux yeux bleus, raconte. « Eh oui, j'étais libraire à Paris. Et puis, j'ai voulu changer. Je voulais me rapprocher de la nature. Alors, je suis parti en Normandie pour devenir fermier. Et puis, j'ai découvert les chevaux. »« Ah, dit Louis, je comprends. Donc tu n'étais pas coiffeur, mais éleveur de chevaux. »« Exactement, dit Georges. J'ai élevé des chevaux pendant 14 ans. Maintenant, je suis en retraite. »« Mais tu n'es pas resté à Camembert ? » ?»« Après la retraite, j'ai préféré habiter près de la mer. Surtout ma femme, elle adore la mer. »« Et ta femme, elle ne pêche pas avec toi ? » ?»« Non, aujourd'hui, elle est chez les petits-enfants. Mais elle va bientôt rentrer. Venez, je vais vous la présenter. Et je vais vous montrer ma maison. » Dit Melba, il est déjà tard. Nous devons chercher un hôtel. Mais après, nous pouvons venir chez toi, Georges. »« Ce n'est pas grave, vous pouvez dormir chez nous. Nous avons de la place. »« C'est vrai ? » ?»« Oui, ne vous inquiétez pas. » Ils terminent leur thé. « Oh, dit Melba tout à coup, nous avons un problème. »« Quoi donc ? » demande Louis. « La voiture. Nous devons retourner à Orbec pour rendre la voiture. »« Ah oui,
c'est vrai. Louis réfléchit. Tout à coup, il a l'air heureux. Il lève sa tasse de thé vide. Champagne, les amis, je vais acheter la 2 chevaux. Comment ça? S'étonne Melba. Oui, ma chérie, je vais acheter la voiture et nous rentrerons en Angleterre en ferry. Melba écarquille les yeux. Louis, tu es fou. De toute façon, même si tu achètes la voiture, nous devons aller à Orbeck. On n'achète pas une voiture en claquant des doigts. Appelle le propriétaire, propose Georges. Vous pouvez peut-être trouver une solution. Je vais demander un téléphone, dit Louis. Il se lève. Tiens, dit Georges, prends le mien. Il plonge une main dans sa poche et donne son portable à Louis. Louis discute au téléphone pendant quelques minutes, puis il raccroche. Il dit « Ce n'est pas un homme compliqué, ce monsieur Mariano. Je dois lui envoyer un chèque, et il m'envoie le contrat avec la facture. » « Excellent, répond Georges. Melba secoue la tête. Louis claque des doigts. Le soir, Louis et Melba dînent chez Georges et sa femme. La femme de Georges, Daisy, a préparé un risotto aux crevettes. Le repas est excellent et la conversation est animée. Les 2 hommes parlent de leurs souvenirs. « Tu te souviens de notre film ? » « Oui, et le tournage sur la Tamise. »« Oui, et le prof d'anglais à l'université, tu te souviens ? » etc., etc. Tout à coup, Louis regarde Georges et dit « Tu as changé. Je ne t'ai pas reconnu sur la plage. Moi non plus. Mais en 40 ans, on change un peu, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer la chambre. C'est une petite chambre au dernier étage. Il y a des draps blancs, une commode, un vase en porcelaine et des fauteuils confortables. La fenêtre donne sur un petit jardin. Mais on ne voit plus rien. Il fait nuit. Louis et Melba ont posé leurs valises sur une chaise. Maintenant, ils sont couchés dans le grand lit. Il est tard, tout dort dans la maison. « Quelle superbe journée, dit Louis. Je suis vraiment très content. » Melba sourit. « Je suis très contente aussi. Nous avons trouvé Georges. Nous avons une nouvelle voiture. Les vacances commencent vraiment bien. » Il tourne la tête sur l'oreiller et regarde sa femme. « Mais le plus beau, ma chérie, c'est de partager tout ça avec toi. » Melba sourit encore. Elle embrasse son mari. « Bonne nuit, Louis. »« Bonne nuit, ma Melba. » C'était Voyage en France, écrit par Sylvie Lenné, lu par Sylvie Lenné.